Les plumes sont à l'oiseau ce que la moisissure est au roquefort, indissociables. Tous les oiseaux portent des plumes, oiseaux terrestres compris. Pourtant, leurs ancêtres n'en ont pas toujours été pourvus. Aussi, aujourd'hui, je vous propose de voir ce que sont les plumes et comment elles ont évolué. Mais avant de nous lancer dans une revue historique de ces formidables fanères, un petit point définition s'impose. Et c'est pour ça qu'on a besoin de définition. Les fanères, c'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique des productions tégumentaires, autrement dit toutes les structures externes que produit notre peau. Les poils, les écailles et bien sûr les plumes en font partie, mais aussi les ongles, la corne qui entoure les griffes ou encore le bec des oiseaux. C'est ça, des structures majoritairement en kératine. Une plume, c'est ça. Au bout se trouve le calamus, le tuyau creux qui est la partie attachée à l'oiseau, qui se poursuit ensuite par le rachis, la partie pleine de la tige. Autour de ce rachis viennent se placer les deux vexilles, qui sont les deux parties plates, en quelque sorte, de la plume. Ces vexilles sont constituées de barbes, les petites fibres qu'on peut voir à l'œil nu quand on tire un peu sur les vexilles, et ces barbes sont alentour le point d'ancrage de barbules, qui portent elles-mêmes de minuscules barbicelles qui forment comme de petits crochets, attachant les barbes entre elles pour assurer la cohésion de l'ensemble. Une plume pousse à partir d'un bourgeon, le germe plumaire, dans lequel se développent plusieurs tissus qui donnent naissance à la plume. Petit à petit, la plume grandit, protégée par une gaine cornée qu'elle finit par craquer lorsque la pousse est presque terminée. Une fois la pousse terminée, la plume restera en place jusqu'à la prochaine nuit. Alors toutes les plumes ne sont pas pareilles. Certaines sont très souples, d'autres beaucoup plus rigides, tout dépend de leur position sur le corps de l'oiseau et de leur utilisation. Alors, si, excuse-moi, mais à part les pattes, c'est plus ou moins recouvert de plumes. Eh, c'est pas toi qui te plaignais il y a 10 minutes du trop plein de vocabulaire. En plus, les ptéridis, ça ne concerne que les plumes les plus colorées. Le duvet, il pousse partout. Au niveau des types de plumes, c'est assez diversifié. Les plus connues sont les plumes de vol ou pennes. Elles sont très solides pour résister aux contraintes physiques du vol. On distingue les rémiges, les plumes de vol des ailes qui sont généralement asymétriques, et les rectrices ou plumes de la queue qui sont souvent beaucoup plus symétriques. Ces longues plumes s'appellent les remiges et sont destinées à la sustentation et aussi... Et depuis quand êtes-vous si calé en remise, messire Merlin? Ensuite viennent des plumes plus petites et moins rigides, les tectrices ou plumes de couverture. Ce sont les petites plumes colorées qui couvrent l'oiseau sur le reste du corps. Ces plumes forment une sorte de manteau, souvent plus ou moins imperméable, qui recouvre le duvet, des plumes très douces qui gardent la chaleur. Ou la fraîcheur, oui, et qui, elles, ne sont absolument pas faites pour résister aux intempéries. Souvent, on retrouve aussi des plumes qui sont à moitié des plumes de couverture et à moitié faites de duvet, ce sont les semi-plumes. J'y viens. Les filoplumes sont des petites plumes très fines qui ont l'aspect de poils avec une sorte de plumeau au bout. Elles sont implantées au voisinage des tectrices et des plumes de vol et sont souvent bien plus petites que les autres. Non, c'est pas grand chose pour le moment. On pensait qu'il s'agissait d'une dégénérescence de certaines plumes ou encore qu'elles aidaient l'oiseau lors de sa toilette, mais il semblerait aussi qu'elles aient un rôle dans le remplacement des plumes coupées ou tombées. Il existe un autre type de plumes qui ressemble à des poils, ce sont les vibrisses. Ces petites plumes filiformes se trouvent sur le pourtour du bec et des yeux. Les vibrisses servent au toucher et sont particulièrement développées chez les espèces insectivores ou nocturnes. Et ça fait aussi beaucoup de plumes sur chaque oiseau. On en compte pas moins de 900 sur un colibri et jusqu'à 25 000 sur les plus grands cygnes. Plutôt oui, la masse totale des plumes d'un oiseau peut représenter jusqu'à 50% de son poids, c'est loin d'être négligeable. Et ben pour le savoir, allons faire un tour du côté des fossiles. Les oiseaux actuels, donc nos boules de plumes favorites, ont pour origine le groupe très diversifié des dinosaures, qu'on qualifie trop souvent de géants écailleux. Et c'est au sein de ce groupe qu'on peut observer de l'évolution des plumes.
Et parce que les dinosaures c'est plein de noms et de groupes qu'on ne connaît pas forcément par cœur, je vais me baser sur cette phylogénie et on va la remonter petit à petit jusqu'à arriver aux oiseaux modernes. Donc vous avez l'échelle des temps géologiques en haut, ça va du Trias à la limite Crétacé-Tertiaire ou Crétacé-Cénozoïque, et en dessous les différents groupes de dinosaures et le temps qu'ils ont passé sur Terre jusqu'à leur extinction. Et oui, la plupart des groupes de dinosaures se sont éteints à la fin du Crétacé. Les traits ne se poursuivent pas dans la période suivante parce qu'ils ne sont plus présents, tout simplement. Mais tu vois, le groupe qui a donné les oiseaux modernes, lui, passe sa limite. Bref, pour faire simple, je vais prendre une espèce par groupe et vous donner les plumes ou les types de plumes qui sont présentes. On va les mettre ici en référence, voilà. Et ça va nous permettre de voir les changements qui se produisent au fil du temps. Allez, c'est parti. Alors je crois pas qu'on puisse exactement parler de plumes à ce stade, mais on peut trouver des sortes de structures fibreuses chez certains ornithischiens comme Psittacosaurus ou encore Tian Yulong. Oui, pour l'instant ce sont juste des filaments, ce qu'on nomme d'ailleurs des monofilaments. Par contre, un autre ornithischien a montré des structures un peu différentes, c'est Culinda dromeus. Ce petit animal portait à la fois des écailles, des monofilaments et des sortes de petites plaques portant chacune plusieurs filaments. Ce seraient des sortes de protoplumes, autrement dit l'un des premiers stades amenant à la formation des plumes telles qu'on les connaît actuellement. Alors non, pas du tout en fait. Lui c'est un cousin, pas un ancêtre. Tiens, regarde, là ce sont les dinosaures séparés entre ornithischiens et saurischiens. Contrairement à ce que leur nom pourrait faire penser, ce sont les saurischiens qui donneront naissance aux oiseaux modernes. Pas l'inverse, les ornithischiens ne sont que de vagues cousins éloignés. Deux solutions. Les plumes sont peut-être apparues à plusieurs reprises dans des groupes d'animaux différents. C'est ce qu'on appelle un cas d'évolution convergente. Ou bien alors, tous les ancêtres des dinosaures avaient, en moindre mesure, des filaments qui ont pu évoluer en protoplumes plus tard. C'est possible qu'on n'en ait pas retrouvé parce que ce sont des structures assez fragiles qui fossilisent vraiment mal. Chez les saurischiens, on a aussi des animaux qui possèdent des filaments, comme chez les ornithischiens, Siurumimus par exemple. Ces filaments se développent un peu dans les groupes suivants, donnant des sortes de filaments plus larges et même des filaments regroupés ensemble en protoplumes. C'est le cas chez Eutyrannus et peut-être aussi chez Ornithomimus. Chez Sinosauropteryx, ce sont des protoplumes qui ressemblent beaucoup aux phyloplumes, un pince au poil regroupé au bout d'un rachis. Et c'est aussi le cas chez Beipiaosaurus. Incisivosaurus monte d'un cran dans le développement des plumes, avec des filaments qui se branchent entre eux pour former comme un rachis central agrémenté de barbes sur les côtés. Il porte ainsi ce qu'on considère être le début des vraies plumes. Enfin, chez Anchiornis, on trouve une accumulation de plusieurs types de plumes, et notamment de vraies plumes, type plumes de couverture, donc encore symétriques. On retrouve plus ou moins la même chose chez Jianyan Hualong et Microraptor, avec la petite différence que cette fois-ci, il y a aussi des plumes véritablement asymétriques, donc des plumes de vol. A partir de là, les espèces comme Archaeopteryx et Geolornis, ainsi que les groupes suivants, ont des plumes asymétriques rappelant les oiseaux modernes. D'ailleurs, on commence aussi à voir sur Geolornis l'apparition de caractères plus aviens, comme la dégénérescence des dents par exemple, ce qui le rapproche encore un peu plus de nos boules de plumes modernes. Oui bah, j'ai déjà eu ma dose de défi orthophonique pour aujourd'hui, alors essaie déjà de prononcer tous ces noms et puis on verra après. Ouais, bah voilà, hein. Bon. Il manque quelques bestioles, c'est vrai, mais ça permet de voir dans l'ensemble comment les plumes ont évolué, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On pourra toujours revenir sur chaque spécimen séparément une autre fois. Et puis surtout, j'avais envie de vous parler de génétique. Et c'est pas compliqué la génétique. Non? Si. Oh non. Si. Non. Promis, je fais simple. En plus, on va même pas parler de la méthode, on va juste parler des résultats. Grâce aux fossiles, il est possible de retracer l'évolution générale des plumes, même si quelques détails nous échappent encore. En ajoutant la génétique, on peut préciser le trait. Par exemple, nous savons que les premières protoplumes sont en réalité des sortes de filaments simples, mais ce que nous ne savons pas, c'est d'où ces filaments proviennent-ils. Grâce à des études en génétique, il a été possible de reconstituer ces premiers pas dans la formation des plumes. Tout part de la peau. La peau est constituée de plusieurs couches. L'épiderme en surface, le derme au milieu, et enfin l'hypoderme en dessous. C'est dans le derme que tout va se jouer pour la formation des plumes, car pour la plupart, c'est là qu'elles s'ancrent.
Lors du développement, le derme devient plus épais par endroits, grâce notamment à l'ajout de kératine et des cellules qui la produisent. Oui, comme la kératine qui se trouve dans les plumes, c'est ça. La kératine se retrouve concentrée dans de petits boutons, les placodes, qui viennent parsemer la peau. Ces placodes sont les futurs bourgeons plumaires dont vont sortir les plumes. Il est d'ailleurs à noter que les écailles des reptiles et les poils des mammifères se forment de la même manière, en commençant par une placode tout à fait similaire à celle qui servira à produire une plume. La seule différence, ce sont les gènes qui s'expriment ensuite lorsque la plume pousse. Par conséquent, il est assez facile de conclure que les poils, les plumes et les écailles ont tous une origine commune. Alors, désolé de te décevoir, mais si. Vu que la plupart des descendants des groupes de dinosaures et de mammifères ont des placodes, on en est rapidement venu à penser que leur ancêtre commun, donc quelque part avant la différenciation entre reptiles et reptiles mammaliens, avait déjà des placodes, ce qui aura permis, plus tard, l'évolution des différents types de phanères, poils, écailles et plumes. Pour conclure, on considère que l'évolution des plumes suit plus ou moins l'ordre d'apparition de ces structures dans le registre fossile. Dans l'ordre d'apparition, nous avons d'abord le filament simple, puis la jonction de plusieurs filaments pour former une protoplume, ou du duvet, ensuite le développement des barbes et des barbules, pour enfin arriver aux plumes de couverture munies de barbules et de barbicelles, puis aux plumes de vol asymétriques. Ce modèle explique assez bien la diversité des plumes que l'on retrouve chez les fossiles, mais aussi sur les espèces actuelles. Par ailleurs, il nous renseigne aussi sur l'utilisation de ces premières plumes. Sachant que les plumes de vol sont apparues en dernier, il est assez aisé de comprendre que le vol n'était pas le but premier des plumes. Aujourd'hui, il est admis que les plumes des dinosaures servaient surtout à du signalement, que ce soit pour les parades nuptiales ou d'autres types de communication entre individus. On invoque aussi son utilité comme outil de protection thermique. Les écailles ne protègent pas contre le froid, mais les plumes, oui. Ce n'est que plusieurs dizaines de millions d'années après leur apparition que les dinosaures ont commencé à les utiliser pour planer, puis enfin pour le vol battu, le vrai, celui qui les a emmenés d'un coup d'aile vers les oiseaux actuels. Si vous voulez en savoir plus sur les plumes des oiseaux, j'ai 2 livres à vous proposer. D'abord, pour les plus férus de nature et de grands espaces, ceux qui aiment les randonnées sauvages et savoir à qui appartient la plume abandonnée sur le chemin, ce guide est vraiment fantastique. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas peur de l'anglais, des publications scientifiques et des livres de chevet un peu costauds, celui-là résume assez bien l'état actuel des connaissances et m'a aidé à faire cet épisode sur l'évolution des plumes. Sur ce, à bientôt!